Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP. Et salle à manger, salle de bain confort et magistral et des chambres à coucher, cuisine ya kafou, sécurité ils a assuré, connexion internet illimité, Facebook, TikTok, WhatsApp et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kindakate, na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosid, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus, immeuble Emma. RDC versus Rwanda. Pourquoi le Qatar choisit Tshisekedi contre Kagame? Le Qatar vient de trancher. Entre Kigali et Kinshasa, le choix est clair. En annonçant un investissement colossal de 20 milliards de dollars en République démocratique du Congo, Doha tourne définitivement le dos à Paul Kagame et à son régime, jadis courtisé. Cette décision, loin d'être anodine, illustre un basculement géopolitique majeur où le poids démographique, économique et stratégique de la RDC s'impose sur les illusions d'un Rwanda en perte de crédibilité. Mais pourquoi ce choix aujourd'hui? Et que révèle-t-il du nouvel équilibre mondial en Afrique? La décision du Qatar d'investir 20 milliards de dollars en République démocratique du Congo est une annonce qui dépasse largement le simple cadre économique. Elle traduit un repositionnement géopolitique majeur, une réévaluation des priorités stratégiques de l'Émirat et un désaveu silencieux mais brutal du Rwanda de Paul Kagame. Pendant des années, Kigali a cultivé une image artificiellement gonflée par le soft power, les campagnes de communication et les alliances militaires. Le Qatar, par ses liens militaires avec Kigali, avait semblé s'y associer. Mais aujourd'hui, le vent a tourné. Doha a compris que la RDC représente l'avenir, tandis que le Rwanda n'offre plus qu'un passé saturé de conflits, d'instabilité et de manipulation. Cet investissement colossal, le plus grand jamais consenti par le Qatar en Afrique, n'est pas un geste improvisé. Il résulte d'un calcul froid et lucide. Avec plus de 100 millions d'habitants, la RDC représente un marché intérieur gigantesque, une jeunesse avide de transformation et surtout une réserve inégalée de ressources naturelles stratégiques. Cobalt, lithium, coltan, or, cuivre, hydrocarbures et même potentiel agricole. En comparaison, le Rwanda, malgré ses campagnes publicitaires, reste un pays enclavé de 13 millions d'habitants, sans ressources majeures, dépendant de l'ombre portée par le Congo qu'il pille depuis 3 décennies. En choisissant Kinshasa, le Qatar ne fait pas seulement un pari économique, il scelle un choix géopolitique. Doha a compris une vérité simple, mais incontournable. On ne peut pas être à la fois avec le Congo et avec le Rwanda. Ce n'est pas qu'une question diplomatique, mais une réalité structurelle. Soutenir Kigali, c'est s'exposer à l'accusation d'être complice de l'agression contre la RDC, de financer l'instabilité, de jouer contre la paix. Soutenir Kinshasa, c'est au contraire miser sur la légitimité, sur la souveraineté et sur l'avenir d'un pays qui aspire à devenir la locomotive de l'Afrique centrale. Doha a donc choisi. Et ce choix est sans appel. Les milliards ne coulent plus vers Kigali, ils vont irriguer Kinshasa. La décision qatari s'inscrit également dans une dynamique globale, où les grandes puissances réorientent leur stratégie africaine. Les États-Unis, avec Donald Trump, revenu sur la scène internationale, privilégient désormais la stabilité congolaise comme clé de voûte de leur politique africaine. Trump ne s'y trompe pas. La paix dans la région des Grands Lacs passe par la fin des aventures militaires de Kagame et par la consolidation du leadership de Tshisekedi.
le Qatar, allié traditionnel de Washington, ne pouvait ignorer ce réalignement. En tournant le dos à Kigali, Doha s'aligne non seulement sur ses propres intérêts économiques, mais aussi sur une lecture géopolitique américaine qui voit en la RDC un partenaire incontournable pour l'avenir. Il ne faut pas non plus négliger le contexte symbolique. Le Rwanda avait été présenté comme un miracle africain, une vitrine de développement rapide. Mais derrière cette façade se cache une réalité sombre. Autoritarisme, répression, mensonges médiatiques, pillage des ressources congolaises. Le Qatar, en misant sur Kinshasa, retire à Kigali son masque. Car cet investissement de 20 milliards est bien plus qu'un transfert de capitaux. C'est un transfert de légitimité. À travers ce geste, Doha affirme « L'avenir est au Congo, pas au Rwanda ». Tshisekedi incarne la stabilité, Kagame l'instabilité. Tshisekedi incarne la construction, Kagame la prédation. Ce basculement est aussi un message clair aux autres puissances du Golfe et du monde. L'Afrique, longtemps perçue comme un terrain secondaire de jeu, devient un espace central dans la recomposition mondiale. La bataille pour l'influence ne se joue plus à Kigali, devenue trop petite et compromise, mais à Kinshasa, carrefour stratégique où tout se décide. Minerais pour la transition énergétique, marché pour la consommation, profondeur géographique pour les infrastructures. Doha, en ouvrant la voie, incite les autres monarchies du Golfe à suivre le même chemin. Ce choix, toutefois, n'est pas sans risque, car Kagame, affaibli, mais pas encore hors jeu, pourrait voir dans cette bascule un signe d'isolement et réagir par une fuite en avant. Déjà fragilisé par la pression internationale, contesté en interne, privé de relais solides, Kagame n'a plus que la guerre comme levier de survie politique. Mais le signal venu de Doha est implacable. Les temps changent et les alliés d'hier se détournent. Le Rwanda, qui croyait manipuler l'image de modernité, se retrouve relégué dans l'ombre de ses crimes et de ses contradictions. L'histoire retiendra que le Qatar, longtemps ambigu, a fini par choisir la clarté. Le Congo, après avoir été méprisé, pillé et marginalisé, attire aujourd'hui les investissements les plus colossaux. Ce n'est pas seulement une revanche économique, mais une victoire politique. Tshisekedi, en incarnant la résistance contre l'agression rwandaise, a gagné plus qu'une bataille militaire. Il a gagné la confiance d'un acteur majeur du Moyen-Orient, qui comprend désormais que l'avenir du continent se joue à Kinshasa et non à Kigali. Kagame ne peut plus ignorer les signes avant-coureurs qui s'accumulent autour de lui. Pour un homme qui a longtemps été perçu comme le maître du jeu dans la région des Grands Lacs, la perte successive de ses leviers de pression est une alerte majeure. L'histoire des dictateurs africains qui ont cru pouvoir défier le cours du temps est riche d'enseignements. Jonas Savimbi, longtemps soutenu par la CIA, avait bâti un empire militaire au cœur de l'Angola, se croyant intouchable. Mais une fois les soutiens extérieurs épuisés, il fut traqué, isolé et finalement abattu en brousse en 2002. Charles Taylor, quant à lui, qui avait incarné la toute-puissance des seigneurs de guerre au Libéria et en Sierra Leone, finit humilié dans un tribunal international, condamné à 50 ans de prison. Kagame, s'il ne lit pas ces signes, pourrait bien finir dans une trajectoire similaire, celle d'un homme qui s'accroche, mais que l'histoire finit toujours par rattraper. Le premier signe que Kagame ne peut pas ignorer, c'est l'effondrement de sa façade diplomatique. Pendant 2 décennies, il a bâti son image sur un récit soigneusement poli, celui d'un bâtisseur ayant transformé un pays meurtri par le génocide en une vitrine de modernité. Mais derrière cette image, le monde découvre désormais la réalité, la répression politique, l'absence de liberté, les assassinats d'opposants, les enlèvements
et surtout l'agression systématique contre la RDC pour piller ses richesses. Or, quand le Qatar, qui avait pourtant accepté de former des militaires rwandais, décide de déplacer son centre d'intérêt vers Kinshasa, ce n'est pas seulement un choix économique, c'est un signal politique. Cela veut dire que l'argent et la patience du monde ne se dirigent plus vers Kigali. Deuxième signe, l'isolement militaire. Kagame avait longtemps compté sur le silence complice de certaines puissances, notamment les États-Unis et le Royaume-Uni, pour couvrir ses opérations au Congo. Mais les rapports successifs des Nations Unies, relayés par les médias internationaux, révèlent aujourd'hui le rôle direct de l'armée rwandaise, RDF, dans les atrocités commises à l'est du Congo. Le masque est tombé. Les États-Unis, sous l'impulsion de Trump, ne peuvent plus se permettre de soutenir ouvertement un allié devenu embarrassant. Même Londres, malgré ses accords migratoires avec Kigali, commence à reculer. C'est une spirale qui rappelle le destin de Taylor. Adulé un temps par ses parrains extérieurs, il finit abandonné quand sa nuisance devint plus lourde que son utilité. Kagame le sait, sans protecteur, il n'est plus qu'un chef de guerre isolé. Troisième signe, l'économie rwandaise repose sur des fondations artificielles. Le Rwanda a longtemps survécu grâce au financement extérieur, à l'aide internationale et au recyclage des minerais pillés au Congo. Mais aujourd'hui, cette manne se tarit. Les grands investisseurs se tournent vers Kinshasa, où les perspectives sont infiniment plus prometteuses. Le Qatar, en injectant 20 milliards de dollars dans l'économie congolaise, vient de donner le coup de grâce symbolique. Kigali n'est plus attractif. Kagame, qui avait dépensé des fortunes dans le sport washing, sponsorisant Arsenal ou le Paris Saint-Germain, croyait pouvoir acheter une image durable. Mais à quoi sert de voir son logo sur les stades européens si, dans son propre pays, les infrastructures sportives sont délabrées et la jeunesse en désespoir? Cette contradiction saute désormais aux yeux du monde. Quatrième signe, la contestation intérieure, longtemps étouffée, bouillonne. Des voix comme celle de Victoire Ingabire, Denise Zaneza, Anjan Sundaram et de nombreux autres exilés exposent les mécanismes de la terreur rwandaise. Chaque témoignage fissure un peu plus le mur de silence. Savimbi aussi croyait tenir son peuple par la peur, mais la lassitude finit par l'emporter. Kagame, malgré ses services de renseignement omniprésents, sait qu'il ne peut pas indéfiniment museler la société rwandaise, surtout si ses parrains internationaux retirent leur bouclier diplomatique. Cinquième signe, la pression spirituelle et morale. Dans la mémoire collective africaine, aucun régime ne survit indéfiniment contre la volonté des peuples. Le passage biblique d'Isaïe 31, qui rappelle que l'Égyptien est homme et non Dieu, trouve ici tout son sens. Kagame, que certains de ses partisans voulaient présenter comme un homme providentiel, découvre que même les empires les mieux bâtis reposent sur du sable, lorsque leur fondement est l'injustice. Le temps agit comme un juge implacable. L'orgueil de croire qu'on peut manipuler le monde indéfiniment est toujours puni. C'est ce que l'histoire de Taylor, Savimbi, Mobutu ou même Kadhafi enseigne. Enfin, Kagame ne peut ignorer que le Congo n'est plus le Congo d'hier. Sous Tshisekedi, Kinshasa a repris l'initiative, construit une armée plus résiliente, mobilisé les Wazalendo et consolidé ses alliances diplomatiques. Quand le Qatar, les États-Unis et d'autres puissances choisissent la RDC, ils choisissent aussi de soutenir cette dynamique. Kagame n'a plus devant lui un État passif qu'il peut piller à loisir, mais une nation en reconstruction, prête à défendre sa souveraineté. Dans ce contexte, continuer à jouer la carte de la guerre n'est plus une garantie de survie.
mais une voie directe vers la chute. L'avertissement est clair. Kagame est à la croisée des chemins. S'il persiste à s'accrocher à une stratégie d'agression, il risque de finir comme Savimbi, traqué jusqu'à son dernier souffle dans une forêt, ou comme Taylor, humilié dans une cellule lointaine. Mais s'il comprend que l'histoire a basculé, il pourrait, peut-être, négocier une sortie plus honorable. Le problème est que les dictateurs, aveuglés par leur propre image, n'écoutent jamais les signes jusqu'à ce qu'il soit trop tard. L'histoire des grands dictateurs du continent est une succession de cycles qui finissent toujours de la même manière. L'isolement, la déchéance et la chute. Paul Kagame, qui a longtemps cru pouvoir échapper à cette règle, en se drapant dans l'image d'un réformateur moderne, découvre aujourd'hui que la roue tourne inexorablement. Les signes sont visibles, pressants, implacables. Le plus important de tous est que ses soutiens extérieurs, qui lui permettaient de défier toute logique régionale, sont en train de se détourner de lui. Lorsque le Qatar, jadis proche de Kigali, choisit d'injecter 22 milliards de dollars dans la RDC de Félix Tshisekedi, c'est plus qu'un investissement. C'est une sentence silencieuse. Cela revient à dire à Kagame que son temps est révolu, que les projecteurs ne sont plus braqués sur lui, mais sur Kinshasa, et qu'il ne reste plus à son régime qu'un lent processus de désagrégation. Les parallèles avec Jonas Savimbi sont frappants. Savimbi, chef de l'UNITA en Angola, avait pendant des années bénéficié du soutien occidental, présenté comme un rempart contre le communisme. Mais à mesure que le monde changeait, ce soutien se tarit. Isolé, privé de ressources, trahi par ses anciens alliés, Savimbi s'est retrouvé encerclé, traqué, jusqu'à ce jour fatidique de février 2002 où il fut abattu en pleine brousse. Kagame devrait méditer ce destin. Comme Savimbi, il s'est longtemps nourri de la guerre, convaincu qu'il pouvait manipuler les lignes diplomatiques à sa guise. Mais quand la guerre ne sert plus les intérêts de ses parrains, elle devient un fardeau. Et ce fardeau, tôt ou tard, conduit à la chute. Le cas de Charles Taylor est encore plus édifiant. Présenté un temps comme l'homme fort du Libéria, capable d'imposer sa loi par la terreur et les trafics, il a fini par découvrir que l'impunité n'était qu'un mirage. Arrêté, jugé et condamné à 50 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, il vit aujourd'hui dans l'ombre, oublié, symbole de ce que devient tout dirigeant qui a cru pouvoir défier la justice internationale. Kagame, qui fait déjà l'objet d'accusations multiples pour son rôle dans les massacres au Congo et pour les exactions contre son propre peuple, pourrait bien suivre cette voie. Car les dossiers s'accumulent. Les rapports de l'ONU ne disparaissent pas. Les témoignages d'opposants survivants ne s'éteignent pas. Le jour où la communauté internationale décidera que Kagame est devenu plus gênant qu'utile, il connaîtra le sort de Taylor, une fin honteuse, derrière les barreaux d'un tribunal étranger. Mais il existe aussi d'autres destins africains qui doivent l'alerter. Mobutu Sese Seko, maître incontesté du Zaïre pendant 3 décennies, a fini par être balayé en quelques mois, incapable de résister à l'avancée de Laurent-Désiré Kabila, soutenu par Kigali et Kampala à l'époque. Mobutu, qui croyait être indétrônable grâce à son réseau international et à son habileté diplomatique, a découvert que lorsque les grandes puissances cessent de soutenir, le pouvoir s'effondre comme un château de cartes. Kadhafi, lui aussi, croyait à la durabilité de son pouvoir en Libye. Protégé un temps par ses alliances, il s'était même acheté une réputation de homme fort du continent. Mais l'isolement diplomatique et la trahison de ses alliés ont conduit à sa chute brutale en 2011, lynché dans les rues de Sirte. Kagame
en observant ces trajectoires, devrait comprendre que personne n'est éternel et qu'un régime qui repose sur la violence et le mensonge finit toujours par être englouti par l'histoire. Or, les signes qui s'accumulent aujourd'hui contre lui sont clairs. Le retrait de la confiance internationale, la bascule économique vers le Congo, la montée en puissance d'une FARDC réorganisée et soutenue par les Wazalendo, l'isolement de Kigali dans les instances régionales, l'effritement progressif de l'aide extérieure, tout concourt à dessiner le même scénario. Kagame peut encore feindre d'ignorer ces signaux, mais son instinct de stratège doit lui murmurer que l'étau se resserre. Quand le Qatar, puissance financière et allié des États-Unis, décide que son argent ne doit plus irriguer Kigali, mais Kinshasa, c'est un message codé. La page Kagame est en train de se tourner. La grande différence avec le passé, c'est que la RDC n'est plus la victime passive d'hier. Tshisekedi, malgré ses défis internes, a su donner un cap clair, défendre la souveraineté nationale, mobiliser la population et replacer le Congo au cœur du jeu diplomatique. Les victoires militaires défensives à Walikale, à Bunagana ou ailleurs sont autant de preuves que l'armée congolaise, appuyée par la population, n'est plus prête à se laisser écraser. Ce changement de dynamique fragilise encore plus Kagame, dont l'appareil militaire s'use dans des combats qu'il ne peut plus gagner rapidement ni justifier sur le plan diplomatique. En vérité, Kagame est pris dans un piège dont il ne contrôle plus les paramètres. S'il continue la guerre, il accentue son isolement et alourdit son bilan criminel, ouvrant la voie à une éventuelle arrestation future. S'il tente de négocier, il doit accepter un retrait humiliant de ses troupes du Congo, ce qui serait perçu comme une défaite par son opinion intérieure et par son cercle de pouvoir. Dans les deux cas, il perd. C'est exactement le dilemme qui a piégé d'autres hommes forts avant lui. Et voici le cœur de la question. Kagame n'a plus de carte maîtresse. Ses anciennes méthodes, jouer sur la culpabilité internationale liée au génocide de 1994, manipuler le récit médiatique, se présenter comme rempart contre les FDLR, ne fonctionnent plus. Le monde sait désormais que les FDLR ne sont qu'un prétexte, que la véritable raison de ces interventions est le pillage des ressources congolaises. Ce mensonge, longtemps accepté, est désormais rejeté. Même ses alliés les plus fidèles, comme le Royaume-Uni, sont poussés à se justifier devant leurs propres opinions publiques. Le choix du Qatar amplifie cette réalité. En transférant des milliards vers la RDC, Doha retire à Kagame la possibilité de se présenter comme l'interlocuteur incontournable du Golfe en Afrique centrale. Le Rwanda n'est plus le partenaire privilégié. La RDC occupe désormais cette place. Et dans les cercles diplomatiques, ce genre de signaux est interprété comme un désaveu clair. Kagame, stratège militaire aguerri, ne peut pas faire semblant de ne pas comprendre. Chaque dictateur qui a chuté avait reçu des avertissements. Mobutu avait vu ses financements tarir. Kadhafi avait vu ses alliés se détourner. Taylor avait vu ses parrains internationaux se retirer. Tous avaient pensé pouvoir inverser la tendance. Aucun n'y est parvenu. Kagame est aujourd'hui dans cette phase. Il voit, il sait, mais il croit encore pouvoir déjouer l'inévitable. Le parallèle avec Savimbi et Taylor doit lui rappeler que les chefs de guerre finissent toujours mal. Savimbi, malgré sa ruse et son réseau, a été abattu comme un fugitif. Taylor, malgré son arrogance, a fini dans une cellule. Kagame, s'il ne joue pas ses cartes différemment, risque une fin semblable. Traqué par son peuple, rejeté par ses alliés, condamné par l'histoire. L'avertissement est là. Le Qatar vient de le lui envoyer et d'autres suivront. C'est à lui de choisir s'il veut écouter ou s'il préfère continuer une fuite en avant
qui ne peut le mener qu'à sa perte.